pour certains de si loin. Bon, on a un Toulousain ici dans la salle, mais officiellement il étudie à Mulhouse. Donc voilà. On a Lens-Saunier, Dole, Vesoul, Lure, Saint-Claude, Strasbourg, Altkirch, enfin bon, voilà. La solidarité insoumise dans toute sa splendeur. Donc voilà, comme vous le savez, c'est une grande journée aujourd'hui. On a l'honneur de recevoir Clémentine Autain qui a fait le déplacement pour soutenir ma candidature, avec William qui l'accompagne et qui va vous expliquer un petit peu, qui va vous briefer sur cette journée de porte-à-porte, parce que certains d'entre vous peut-être sont pas forcément à l'aise dans l'exercice. On a tous notre manière de militer. On a des graphistes qui travaillent dans l'ombre mais qui font énormément de boulot. Et puis voilà, on a des personnes qui sont plus sur le terrain. Le porte-à-porte, je l'ai découvert aussi récemment dans la précédente campagne. C'est quelque chose, c'est un exercice qui me plaît beaucoup, parce que là on est vraiment au cœur de toutes les problématiques sociales qu'on ne voit pas forcément, qui sont pas reflétées dans les médias traditionnels. Et puis voilà, c'est très vite prenant, et je pense que c'est important de faire la démarche d'aller vers ces personnes qui sont aussi souvent dans la solitude et dans l'isolement, et qui n'ont que la télé comme reflet de la vie, et de leur porter un certain espoir. Donc l'enjeu ici, bien sûr, je pense, le premier message, ça sera de tenir au courant les personnes qui ne le savent pas qu'une élection se rejoue, parce qu'on s'en rend compte encore. Hier, je crois que des militants ont fait le marché. Des personnes ne savent toujours pas que des élections partielles se rejouent, et qu'ils ont vraiment cette occasion avant les 4 ans traditionnels, de dire stop Macron, en tout cas d'envoyer un signal fort en disant non, ça y est, 6 mois, on en a déjà pris beaucoup, donc on a l'occasion de s'exprimer. Voilà, donc je vais laisser la parole peut-être à Dominique, parce qu'on voulait vous parler un peu, étant donné que vous n'êtes pas tous du territoire de Belfort, on voulait vous parler des dossiers locaux, parce que si vous allez en porte-à-porte, vous tomberez peut-être sur des ouvriers d'Alstom ou de PSA, des personnes qui subissent de plein fouet les ruptures conventionnelles collectives, par exemple, qui sont prévues. Bien sûr, l'absorption d'Alstom par Siemens. Et donc on a Dominique, un insoumis qui est très calé, par exemple, sur le sujet d'Alstom. On a aussi d'autres problématiques au niveau de la santé, avec l'hôpital de Trévenans. Là, c'est Pierre, qui est médecin anesthésiste retraité, qui connaît très bien le sujet. On était allé rencontrer les syndicats il y a quelques mois, justement. On avait écouté un peu ce qu'ils ressentaient de l'intérieur. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je me joins à Anaïs pour vous remercier d'être venu d'un peu partout dans la région ou hors de la région. Donc effectivement, on m'a demandé de vous présenter un petit peu ce qui se passe ici au niveau industriel. Donc comme vous le savez sans doute, sur Belfort, la principale entreprise, c'était Alstom. Donc Alstom, fabricant de trains, fabricant de centrales électriques. Alors, je suis plus connaisseur de la partie énergie, puisque ça fait 25 ans que j'y travaille. J'y suis militant syndical, et on vit vraiment des heures très difficiles. Il y a eu, il y a 2 ans, le rachat de la partie énergie par donc Alstom Energy par General Electric, grosse boîte américaine, qui était déjà implantée sur le site. Il y a tout un historique entre General Electric et le site de Belfort. Mais là, ça a été un rachat total. Bon, je passe sur les circonstances. Moi, je vous invite à aller voir la commission d'enquête parlementaire qui est en train de se dérouler, qui a commencé fin de l'année dernière, et où on voit que c'est une immense escroquerie, c'est du vol en bande organisée. Je ne sais pas, je pense. J'attends que Patrick Cron, l'ancien PDG, soit convoqué et éventuellement mis devant ses responsabilités. On voit en sous-main derrière Monsieur Macron qui agit pour faciliter cette vente qui est vraiment une aberration dans tous les sens du terme. L'argument que Cron avait à cette époque-là, et au passage ça lui a rapporté 4 millions, l'argument c'était de consolider Alstom sur la seule activité de transport, c'est-à-dire les trains
quand je dis transport, c'est effectivement matériel roulant, la signalisation, la maintenance du matériel ferroviaire. Là, 2 ans après, Siemens arrive et... Alors, je ne sais pas comment on doit dire, malheureusement, on va parler d'un rachat, met la main sur cette activité qui était censée devenir vraiment un champion de l'industrie ferroviaire. Donc Siemens arrive, prend le contrôle à 51%, enfin bon, c'est compliqué, il s'y joue des histoires, donc la vente d'Alstom avait amené à la création de co-entreprises dans le domaine de l'énergie, dans lesquelles la société Alstom Transport était actionnaire. Donc maintenant, et Bouygues par la même occasion. Voilà, bon. Je ne vais pas vous assommer avec des histoires de capital, de capitalisme et de qui fait quoi là-dedans. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, on a 2 sujets. Donc il y a ce rachat d'Alstom par Siemens. Et je vous invite, il y a un appel qui a été lancé, on peut vous donner les détails pour empêcher cette prise en main par Siemens. Ça, c'est le premier sujet, c'est transport. Et au niveau de l'énergie, on a un autre sujet qui est grave, c'est que alors John Flannery, qui est le PDG américain de General Electric, a annoncé en novembre la cession de 20 milliards d'actifs, tout en précisant qu'il était très déçu par le rachat d'Alstom. Donc, au niveau des salariés, ça cogite un peu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être de nouveau revendu? Etc. Et il y a quelques jours, on a de nouveau appris que General Electric avait perdu 6,2 milliards de dollars dans sa partie capitale. Enfin, c'est pathétique. C'est pathétique et ça fait souffrir les gens dans les ateliers, dans les bureaux, partout. Donc on a besoin que... Ça s'était passé comme ça, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là l'an dernier, quand Poupart Lafarge, le patron de Alstom, avait annoncé la fermeture de l'usine de Belfort. Il y avait eu une mobilisation générale dans toute la ville. Ça a arrêté le processus assez rapidement. Donc j'espère qu'on pourra compter sur vous. Là, je parle en tant que salarié. J'espère qu'on pourra compter sur vous tous. Si éventuellement on est confronté à des difficultés, et j'en suis sûr qu'on pourra compter sur vous. Voilà, je vous remercie de... Pardon. Merci. Voilà. Oui, donc pour aborder le problème de la fusion des 2 hôpitaux, je crois que il y a de fortes chances que ce sujet soit soulevé par des gens que vous rencontrerez. Moi, je pense que pour argumenter, ce qui s'est passé avec la fusion, c'est vraiment l'illustration d'une décision qui est prise là-haut et qui redescend comme ça, sans tenir compte des besoins locaux. On avait 2 hôpitaux qui fonctionnaient bien, qui se trouvaient peut-être en concurrence, mais un jour on a décidé que de les fusionner, ça serait plus efficace, qu'on allait réduire les coûts, qu'on peut supprimer des lits, qu'on va s'orienter vers l'ambulatoire, que ça va résoudre tout, voilà. Mais en fait, toute la philosophie, c'était une philosophie économique. Il faut réduire le coût de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par réduire le nombre de lits, on a réduit le nombre de salles d'opération. Il y en avait 20 avant sur les 2 hôpitaux, il en reste plus que 15. Résultat, pour faire la même activité, il faut augmenter la durée d'ouverture des blocs opératoires. On a passé le personnel de 7h30 à 10h ou 12h de travail par jour, ce qui est infaisable. On ne peut pas demander à une infirmière
instrumentiste par exemple, de rester attentive 10 heures par jour à côté du chirurgien. Donc, on prend un risque avec les personnes, avec les patients, le personnel est épuisé. On essaye, d'un autre côté, après avoir augmenté le temps de travail du personnel, de favoriser la chirurgie ambulatoire. Mais on arrive à des situations où on renvoie chez eux des gens qui sont seuls, qui ne seront pas suivis. Quand il y a une complication, comment ça se passe? On rappelle l'hôpital qui renvoie sur le médecin traitant. Enfin, ce système-là, sur le papier, c'est très bien, mais ça ne tient absolument pas compte de la réalité de la vie de tous les jours. Et puis, comme autre conséquence, eh bien, on est passé... Alors là, les chiffres, c'est un petit peu à la louche hein, au niveau du personnel, mais il devait y avoir à peu près 3000 postes sur les 2 hôpitaux, et on en a perdu quelque chose comme 350. Voilà, donc on est toujours dans cette logique. Et pourquoi les ARS, les directeurs d'hôpitaux, ne sont plus que des gestionnaires financiers qui ont l'impératif de tenir leur budget, et ça sans tenir aucun compte des besoins de santé des populations. Voilà, en gros. Alors, merci Pierre. Avec ce constat négatif, ce qu'on peut rajouter peut-être en porte-à-porte, c'est ce que nous déjà, à la France Insoumise, on tente de faire, ne serait-ce que pour changer la loi. On a eu la chance de faire il y a 2 jours un atelier des lois sur la santé avec Gabriel Amar, donc qui s'était déplacé. C'est vraiment une manière de faire la loi qui part de la base, où on part de colère locale. On avait des représentants des EHPAD, on avait des représentants de l'hôpital, et puis des citoyens qui s'inquiètent pour la santé, hein, bien sûr, le devenir de la santé qui est privatisé, libéralisé. Et donc, à partir de certaines constatations, on faisait des propositions en présence de juristes qui ensuite transposaient ces colères et ces constats en propositions de loi qui sont directement ensuite transmises à nos députés insoumis. Et ce qui vraiment redonne le sentiment aux citoyens qu'il peut agir sur sa vie, mais aussi sur celle de tous les Français. Donc voilà, on est aussi, ça, la France insoumise, à savoir que c'est la vraie démocratie, c'est le peuple qui fait la loi. Le fait que je ne suis pas une professionnelle de la politique, je suis une candidature citoyenne, j'ai un métier, comme la plupart des gens que vous rencontrerez, où j'ai aussi été au chômage, enfin voilà, j'ai connu aussi la précarité. Vous tomberez sur des étudiants, j'ai fait des études de sciences politiques en l'occurrence et d'histoire. Je suis actuellement gérante d'un restaurant à la vieille ville qui promeut une agriculture, une alimentation bio. Donc en circuit court, donc voilà, je m'approvisionne au biopotager à REP, donc j'essaie dans mon quotidien d'être cohérente avec le programme que je défends aussi. Donc ouais, je pense que c'est important. La santé, c'est quelque chose qui m'importe et l'alimentation, c'est la base. Donc c'est un peu les messages que j'essaie de faire passer. J'ai aussi dans ce restaurant une épicerie vrac et 0 déchet. Donc là, c'est ma sensibilité écologique où on essaie de créer le moins possible de déchets, mais on fait aussi des économies parce qu'on ne paie pas le packaging. Donc finalement, le bio ne revient pas si cher que ça. Et puis un petit espace pour enfants, parce qu'en tant que maman, c'est vrai que dans les cafés, où parfois on est des mamans isolées, très vite quand on va dans un lieu public, les enfants courent partout, puis il n'y a pas forcément des jeux pour enfants. Donc là, c'est un lieu propice aussi à la rencontre entre mamans. Donc voilà, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle la Lionne Verte, qui mène des actions écologiques et solidaires dans le territoire de Belfort, avec Laurent qui est au fond, là-bas Laurent Solaire, ancien candidat aux législatives de la 2e circonscription. On est très fiers d'avoir ce chantier-là qui arrive, où on va créer des jardins en permaculture pour des personnes fragilisées dans un organisme social qui s'appelle Adoma. C'est important pour des personnes qui étaient en dépression ou même dans des situations schizophréniques d'avoir des projets quotidiens, ne serait-ce que du jardinage. En fait, le fait de prendre soin de la vie, peut-être que ça nous donne ensuite envie de prendre soin de nous-mêmes.
Donc on essaie à travers des actes concrets vraiment de changer les choses et de répondre aussi à des enjeux plus globaux au niveau du réchauffement climatique, du respect de la terre et d'un mode de culture qui serait plus respectueux justement des écosystèmes. Quoi d'autre? J'ai 29 ans, donc je suis pas toute vieille, pas toute jeune non plus. Donc bon voilà, oui, c'est vrai, j'étais une ancienne abstentionniste. Pour moi, la Ve République, c'est un peu un leurre, c'est une monarchie présidentielle à peine voilée. Donc, en ayant fait des études de sciences politiques, j'ai encore plus pris conscience de l'hypocrisie un peu de ce système. Donc, je me vouais plus au journalisme, mais aujourd'hui, c'est difficile d'être indépendant et puis de s'exprimer quand on fait partie de telle ou telle rédaction. D'ailleurs, aujourd'hui, je regrette qu'on n'ait pas de journaliste qui soit venu couvrir cet événement, qui est un grand événement de solidarité. Voilà, de journalistes, je précise, de l'APQR au niveau régional, et on a quand même la chance d'avoir Emmanuel, je crois que vous vous appelez, Manuel Giardino, de Mediapart, qui nous a suivis. Et qui sera en porte-à-porte pour me suivre un petit peu. Et on aura aussi LCP qui viendra faire un petit reportage sur le porte-à-porte cet après-midi. Donc cette élection intéresse aussi, et ça vous pourrez le préciser, c'est aussi un petit laboratoire pour le national. Il y a des enjeux, on sait qu'il y a les patriotes qui se sont installés là avec Sophie Montel qui va concurrencer un peu le FN. Donc si vous voulez, c'est un test au niveau aussi de Florian Philippot qui est un peu dissident du FN. On ne va pas trop s'attarder à parler de nos adversaires, c'est sûr. Mais vous tomberez peut-être comme sur moi. Enfin, c'est vrai que je suis tombée sur des personnes qui m'ont dit « Ah ben non, moi je suis patriote ». Donc bon, dans les quartiers, il y a ce problème récurrent qui revient sur le problème de l'immigration. Je me doute bien que vous avez... on pense tous la même chose à ce niveau-là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'évasion fiscale qui coûte 80 milliards d'euros. Et puis un problème de redistribution des richesses. Et voilà, je vais peut-être laisser la parole à Clémentine aussi, qui aura sûrement des conseils à nous donner. Je suis très contente d'être là, sachant qu'en plus, mon collègue Hugo Bernalicis, député aussi de la France Insoumise, était là il y a 2 jours, qu'Alexis Corbière sera là dans 3 jours. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes décidés à prendre part aux élections législatives partielles. J'étais la semaine dernière dans celle du Val d'Oise. Et donc, nous prenons la chose très au sérieux, parce que nous estimons qu'il y a un enjeu évidemment local, mais aussi un enjeu national, fondamental, parce que seront regardés les résultats de ces élections législatives, et que si nous réussissons à obtenir l'élection de députés supplémentaires, ce serait évidemment une victoire symbolique et concrète, extrêmement importante et décisive dans le paysage politique qui est le nôtre. Je voudrais donc saluer tout le monde et saluer particulièrement ici aussi les camarades communistes qui sont là et qui soutiennent ta candidature, camarades du MRC qui sont là également, ce qui permet de donner un rassemblement encore plus large à ta candidature, et moi je pense que c'est un atout. Alors vous donnez quelques... Je parle d'expérience puisque j'ai eu la chance d'être une candidate soutenue par la France Insoumise et par le Parti communiste français, et que, allez, un peu de gonflette, je ne le dis jamais d'habitude, mais j'ai fait le meilleur score de notre famille politique avec 37,5 au premier tour, donc c'est quand même chouette, et je veux vous dire que on s'est battus tous ensemble et que ça a donné un beau résultat. Alors, vous dire ce qu'on fait, ça participera de votre motivation, je l'espère, dans le porte-à-porte, sachant que dans le Val d'Oise, les camarades qu'on avait déjà fait pas mal, nous disaient que le premier argument qu'ils donnaient et qui fonctionnait, c'était le travail des députés à l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, il est assez visible. Moi, ce qui me frappe, et là, c'est notamment les 17, mais en fait, notre famille politique a une trentaine, on se bat dans cet hémicycle, qui est un hémicycle qui ne ressemble absolument pas à la réalité politique du pays. Jean-Luc Mélenchon a fait 19,5%, et on se retrouve à l'Assemblée nationale avec à peine une trentaine de députés sur 577 qui
qui ont soutenu ce candidat qui a fait 19,5%. Donc il y a quand même quelque chose qui tourne absolument pas rond. Et donc nous essayons, peu que nous sommes, dans le groupe de la France Insoumise, on est 17, à vraiment faire caisse de résonance pour tenir tête à Emmanuel Macron, pour être visible. Et je crois qu'une des marques de fabrique qui devient un peu la nôtre, c'est la stratégie que nous avons de ne pas considérer que les débats à l'Assemblée nationale concernent les députés et le gouvernement, mais que les débats à l'Assemblée nationale concernent tout le monde et doivent sortir de l'Assemblée nationale. Et c'est de ce point de vue, notre capacité à mobiliser les réseaux sociaux permet de donner une visibilité extérieure que souvent les débats n'avaient pas autrefois, et je pense que c'est l'une de nos forces. Et quand on regarde certaines vidéos de nos interventions, ça atteint des scores qui sont incroyables. Ce sont des centaines de milliers de vues, parfois pour 2 minutes, pour des discours aussi longs, parfois de 10 ou 15 minutes, qui sont regardés et dont on nous parle. Donc on observe notre capacité à tenir tête à Emmanuel Macron et aussi notre capacité à rayonner sur tout le territoire pour aller soutenir les camarades qui sont en lutte. Et il y en a un paquet dans notre pays, ça ne se voit pas forcément en masse, mais je vous jure, des mobilisations, on se fait une liste toutes les semaines et les députés vont soutenir, donner aussi de la voix à ce qui existe dans notre pays. C'est aussi bien toutes les batailles qu'on a vues, je pense aux dernières qu'on a soutenues, à Holiday Inn en Ile-de-France, on a des femmes notamment et des hommes aussi, mais qui sont dans un hôtel et sont en grève depuis une centaine de jours maintenant. C'est considérable. C'est notre participation et notre soutien à Cédric Herrou et à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui condamnés, pénalisés pour tout simplement avoir aidé des réfugiés à vivre et à essayer d'obtenir ce droit d'asile, mais c'est aussi des mobilisations comme moi, je participais de longue date pour PSA, où on voit qu'on a une pénalisation de ceux qui se battent. Vous savez qu'on est quand même dans un pays où un syndicaliste qui jette des confettis dans un local... c'est très très violent, comme arracher une chemise d'un DRH, vous avez remarqué, c'est hyper violent. C'est insupportable. Donc les confettis dans le bureau d'une équipe de direction, ça c'est 17 000 € d'amende, que les choses soient quand même claires. Nous vivons dans ce pays qui est effrayant. Donc on est aussi là pour soutenir les mobilisations. Et donc sur le contexte politique, je dois dire que nous savions toutes et tous, nous étions informés sur le caractère très libéral d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Ça, je dirais qu'il n'y a pas eu de grand scoop, si ce n'est la brutalité avec laquelle ce gouvernement a agi. Et nous l'avons appelé au début, on l'a beaucoup entendu, le président des riches, parce que c'est vrai que les mesures qui ont été imposées dans ce pays sont des mesures qui font que Emmanuel Macron est un peu un Robin des Bois à l'envers. Vous savez, il prend dans la poche des pauvres et il redistribue aux plus riches, ce qui est quand même assez singulier. Donc dans la poche des pauvres, qu'est-ce qu'on prend? Les 5 € d'APL, la hausse de la CSG, et vous allez sans doute en entendre parler parce que c'est une mesure qui a été prise il y a plusieurs mois, mais qui entre en vigueur tout de suite. Et notamment les retraités risquent de vous en parler parce que c'est 1,7 de point d'indice en plus, et pas de point d'indice, je confonds les points d'indice de CSG, pardon, en plus. Et cette hausse de la CSG a un impact considérable en manque à gagner sur tout simplement ce qu'on a à la fin du mois sur son compte en banque. Donc c'est très violent, mais c'est aussi les 2 € supplémentaires pour l'hôpital, le forfait hospitalier qui augmente. C'est toute une série de mesures qui font donc la poche du grand nombre. Et pendant ce temps-là, vous avez 9 milliards d'euros qui ont été donnés aux plus riches par le biais de la fameuse réforme de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, sur la grande fortune, donc qui a été totalement revisité et qui fait un chèque qui est un chèque substantiel aux rentiers dans notre pays, et aussi d'autres mesures qui sont de type tax flat, vous avez entendu, qui en fait favorisent le capital, les dividendes et la rente. C'est très clair. Donc 9 milliards d'un côté et de l'autre, nous qui payons pour payer les plus riches. Bon.
Je dirais que cette politique, qui est une politique très libérale, qui s'est accompagnée des ordonnances sur la loi travail, qui ont littéralement laminé le code du travail, mais vraiment, hein, je veux dire, ce sont des mesures qui sont des mesures de libéralisation, qui vont favoriser les licenciements, qui vont favoriser la précarité et le chômage, et dont on voit là aussi les effets maintenant là, puisque vous avez vu que depuis que c'est entré en vigueur, en gros à Noël, vous avez déjà des grands groupes qui ont annoncé qu'ils allaient utiliser cette loi travail, comme Pinky, comme Carrefour, comme PSA, et ce sont des milliers d'emplois qui sont immédiatement menacés, directement menacés. Avec cette possibilité, vous avez par exemple, et les personnes âgées sont particulièrement touchées par cette... personnes âgées, pardon, à moins de 60 ans, les salariés les plus âgés, c'est ça que je voulais dire, pas les personnes âgées. Non, les personnes âgées, on est les seniors de toute façon, donc je ne sais plus comment on dit, mais les travailleurs qui sont les plus âgés, en gros entre 50 et 60, risquent d'être particulièrement menacés parce que un employeur qui maintenant peut licencier sans raison économique, direct, allez hop, vous avez des bénéfices tout à fait satisfaisants, un rythme de croisière qui fonctionne bien, cela n'empêche pas que vous pouvez maintenant licencier. Et vous pouvez licencier quelqu'un qui est en CDI et rembaucher dans un délai beaucoup plus court qu'avant en CDD sur le même poste. Donc vous imaginez bien que pour les entreprises, c'est vraiment une aubaine extraordinaire, mais absolument extraordinaire. Et on s'apprête à débattre à l'Assemblée nationale, et donc risque d'être votée, une loi sur l'assurance chômage qui va là encore pénaliser les chômeurs. Et donc on a une mécanique libérale bien connue qui frappe par sa brutalité, mais qui n'étonne pas d'une certaine manière par son caractère. Macron avait annoncé qu'il était sur ce terrain un libéral. Mais je trouve que depuis quelques semaines, on est en train de se rendre compte que le moderne, libéral, qui avait le mot bienveillance à la bouche toutes les 5 minutes pendant la campagne présidentielle, se trouve être aussi un personnage autoritaire et finalement bien intraitable sur les questions des droits humains, des libertés individuelles, des libertés publiques et de la démocratie. Et je crois qu'on est en train de voir, d'observer à quel point libéralisme fait bon ménage avec contrôle social et avec démocratie bafouée. Et ça, je crois que depuis Thatcher, on le sait en réalité. On le sait depuis Thatcher, c'est Thatcher qui a inauguré ce cycle en Europe, qui est un cycle où on libéralise l'économie et où on est très violent sur le terrain des libertés. Je crois, vous le connaissez, tout le cirque. Mais de l'autre côté, c'est parfois moins retenu, ce sont des libertés syndicales qui ont été rognées, du droit syndical qui a été rogné. Mais Thatcher, c'est aussi celle qui ne reconnaît pas l'apartheid comme un régime raciste et autoritaire. C'est aussi Thatcher, celle qui prend d'ailleurs Mandela pour un terroriste, hein, souvenons-nous, et qui a laissé mourir de faim Bobby Sands, qui était le leader de la cause irlandaise. Donc on oublie parfois cette histoire-là, mais cette histoire-là, elle germe jusqu'à aujourd'hui partout en Europe. Et en France, qu'est-ce qu'on observe? C'est que celui qui dit libre, 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 et certains peut-être, notamment à gauche, ont pu penser que, certes, il serait libéral sur le plan économique, mais de toute façon, avec la globalisation, on ne peut rien faire, mais qu'au moins, sur le terrain de la démocratie, des libertés et des droits, ça allait progresser. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Patatras, que c'est celui qui inscrit dans le droit commun l'état d'urgence. L'état d'urgence a été vraiment inscrit dans le droit commun et on est pointé du doigt par des ONG internationales. On a eu vraiment des critiques terribles sur les mesures qui ont été adoptées par cette loi qui instaure dans le droit commun l'état d'urgence. Premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ou en même temps, que le débat parlementaire ne l'intéressait pas, que la loi travail, il pouvait y avoir des gens qui se mobilisaient dehors par centaines de milliers, on s'en fiche, et le débat parlementaire, il faut qu'il aille vite, hop, ordonnance. De toute façon, le parfum avait été donné d'emblée, parce que quand vous avez un président de la République qui convoque à Versailles le Parlement, donc en escamotant le pouvoir du Premier ministre, et en ne donnant pas la parole aux formations, aux groupes divers, et en donnant la leçon d'emblée,
c'était déjà une façon de donner à voir le caractère autoritaire de ce président de la République. C'était d'emblée montrer cette ambiance césariste, bonapartiste, comme vous voulez, mais qui est le profil de ce président. Mais là, nous avons en plus découvert que vis-à-vis des migrants, alors qu'il avait dit d'Angela Merkel qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe, quand Angela Merkel avait pris position pour dire, alors c'était plus facile pour elle puisqu'ils ont un problème démographique en Allemagne qui n'est pas exactement le nôtre, donc je ne veux pas remettre en cause que peut-être aussi son je sais pas comment on peut dire, peut-être son appartenance chrétienne lui donnait une sensibilité singulière, je ne veux pas remettre en cause cette question-là, mais en tout cas Macron avait dit qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe. Et aujourd'hui, que fait Macron ? Macron casse le droit d'asile et ne permet pas un accueil digne des migrants dans notre pays. Première ou énième attaque des droits humains fondamentaux. Il s'assoit littéralement là-dessus. Nous avons voté pas nous on ne l'a pas voté, on s'est battu contre, une loi sur le droit d'asile avant Noël, qui a peu fait parler d'elle, mais qui était une loi qui détricotait vraiment les possibilités d'accès au droit d'asile, qui en fait réduit la possibilité d'accéder au droit d'asile. Et par-dessus ça, vous avez la fameuse circulaire Collomb, qui est dramatique, puisque la circulaire Collomb demande à des personnes qui travaillent dans le domaine social de faire en gros de la délation, de dénoncer et de participer à cette politique d'État, qui est une politique d'État violente à l'égard de ceux qui fuient la guerre et la misère. Donc on découvre ce profil-là, qui est un profil terrifiant, je veux dire vraiment terrifiant. Mais en plus, vous écoutez ses vœux à la presse, dans ce même domaine des libertés et de la démocratie. Les vœux à la presse qu'il a donnés, moi je les ai écoutés super attentivement. Alors évidemment, régulièrement, il dit liberté, liberté, liberté. Mais après, vous prenez le sonnant et le trébuchant de ce qu'il fait. Vous croyez qu'il va s'attaquer à la concentration dans les médias ? Rien du tout. À la précarité, qui est vraiment des grosses difficultés aujourd'hui pour fabriquer de l'information. Rien. Il s'attaque aux fake news. Et derrière le fake news, y compris la façon dont il l'a argumenté, c'est évidemment la propagande politique. Il dit le terme propagande politique, mais derrière le terme propagande politique, c'est le pluralisme politique qu'il veut attaquer. Et c'est également tout ce qui relève de la démocratie horizontale qu'il veut attaquer par le biais de Facebook et des réseaux sociaux. Et moi, je vous le dis franchement, un président de la République qui nous explique que maintenant, c'est l'État qui va décider de ce qui est la vérité ou de ce qui n'est pas la vérité, moi, j'appelle ça un régime fasciste. Ça n'est pas possible, je vous jure, ça n'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon aurait dit ça, je vous raconte pas qu'on allait s'attaquer aux fake news, on était Venezuela, hein, voilà, on en était là. Et ce président de la République qui nous fait la leçon sur le Venezuela a par ailleurs, vous avez vu, un dialogue tout à fait sympathique avec des personnages à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, hein, c'est sympa. Quand il a reçu Erdogan, vous avez vu, celui qui nous explique que son libéralisme est évidemment cet amour de la démocratie, etc. Il reçoit Erdogan, pas un mot sur la façon dont il traite les migrants. Au contraire, ok, vous avez un régime autoritaire, vous mettez vos prisonniers en prison, vous mettez des députés en prison, pas de problème, on ferme les yeux. Hein, donc une politique cynique qui n'est absolument pas au service des droits humains et de ce que moi j'appelle la grandeur de la France, qui est son histoire depuis au moins 1789 et qui a marqué les esprits à l'international et qui devrait être le fil de notre politique internationale. On est là à des milliers de kilomètres de cette affaire. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'on nous raconte un conte pour enfants depuis longtemps, qui est que nous, qui voulons partager les richesses, nous serions les ennemis de la démocratie. Mais ça, c'est le XXe siècle. Ça, c'est l'histoire du XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle et la leçon qu'on tire, c'est que tous les gouvernements qui s'appuient sur des logiques de concurrence libre et non faussée et de libéralisation de l'économie ont dans le même temps un État qui est un État fort, affirmé non pas pour contrôler l'économie et pour édicter des règles qui permettent de partager les richesses et de quelque part protéger le grand nombre, mais une politique qui affirme le pouvoir de l'État en contrôlant nos libertés et en laminant la démocratie, partout. Et vous allez voir les règles sur les élections européennes, enfin bon, je vous en passe, des vertes et des pas mûres, tout est comme ça. Après que l'État nous dise ce qu'est la vérité et ce qu'est pas la vérité, nous allons avoir de Rugy qui va nous expliquer ce qu'est une tenue décente et ce qui n'est pas une tenue décente pour un député. Ben moi, je vais vous dire que de ce point de vue, on est très très loin
d'un esprit qui est un esprit de liberté véritable. Il n'y a pas de liberté, il faut qu'on l'ait en tête. La liberté, elle ne peut pas exister. Elle est introuvable si les gens n'ont pas un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi avoir accès à la culture et à l'éducation. Ça n'existe pas. C'est le préalable pour permettre aux gens d'être libres, c'est-à-dire de développer leurs capacités. Et pour développer leurs capacités, ils ont besoin que notre société élève le niveau des droits fondamentaux. Or, aujourd'hui, on abaisse le niveau des droits fondamentaux et donc on abaisse les libertés. Et il n'y a pas de liberté sans logique d'égalité, sans fraternité. On en arrive à notre partie. Voilà, donc on est dans ce moment et je peux vous dire qu'on se bat terriblement et je sais que vous vous battez terriblement, que notre ennemi premier, on le dit, on n'arrête pas de le dire, c'est la résignation. Et donc au porte-à-porte, c'est aussi ça qu'on a parfois, c'est ça sert à rien, etc. À quoi bon? Je crois quand même que ce que nous essayons de tracer, c'est cet autre chemin, c'est cette espérance nouvelle dans la possibilité de rassembler une majorité sociale, politique dans notre pays qui est capable de mener la France et au-delà, de tirer l'émancipation humaine et la transition écologique. J'en ai pas parlé parce que je me suis dit que tu allais pas mal en parler, mais j'en dis quand même 2-3 mots parce que non seulement évidemment c'est pas compatible avec les libertés, mais n'imaginez pas qu'une logique favorable au capital puisse un tant soit peu être favorable à l'objectif environnemental. C'est une blague totale. Donc c'est même pas un capitalisme vert. Et Nicolas Hulot qui ne cesse d'avaler des couleuvres. Alors là, Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que c'est un reniement pour Macron et c'est une victoire pour nous, mais ce sont quand même des décennies de lutte. Mais on gagne sur Notre-Dame-des-Landes et moi je suis vraiment très heureuse. Mais dans le même temps, chez moi par exemple, ils font Europa City. Vous voyez, en Ile-de-France, ils veulent faire un endroit avec des pistes de ski. Ce qui est quand même bon. Donc des autres grands projets inutiles, on va en trouver un peu partout ailleurs, mais surtout le cœur de la politique d'Emmanuel Macron ne permet absolument pas d'affronter la transition énergétique nécessaire dans notre pays, qui supposerait des investissements et que nous défendons, puisque nous défendons la relance par l'activité, et dans cette relance par l'activité, si on met le paquet sur la transition énergétique, pas simplement énergétique, mais aussi la logique écologique globale, qui touche à plein de domaines, qui touche à la façon dont on pense les villes, à l'alimentation et à ces circuits. Vous avez je pense que tu vas en parler, mais vous avez tout un projet possible qui peut permettre de redynamiser l'économie, mais sur une base qui est une base utile, protectrice de la planète, et y compris qui redonne du sens. Parce que je vais vous dire, on est dans une société où ce capitalisme et cette logique productiviste, elle a aussi détourné le désir des individus. Parce que la publicité, parce que consommer, parce qu'on ne sait plus où on va. Et je crois qu'être écolo aujourd'hui, c'est bien sûr vouloir sauver la planète, mais c'est aussi vouloir sauver nos désirs. Parce que moi, j'ai pas envie d'un monde où, au lieu d'aller dans une petite salle de spectacle vivant, au centre commercial du coin, je trouve ça triste. Je sais pas si vous avez lu ce livre de Lola Lafont, qui est un roman magnifique, qui s'appelle La petite communiste qui ne souriait jamais, qui est sur la vie de Nadia Comaneci. Et à un moment donné, donc Nadia Comaneci en Roumanie, elle fait évidemment des compétitions, elle emmène sa mère en France, et sa mère, pour la première fois de sa vie, voit un centre commercial. Donc vous êtes dans le livre, vous lisez la Roumaine, avec la misère qu'il y avait évidemment sous les régimes de type soviétique, elle vient et elle découvre le centre commercial avec autant de richesse, et elle se met à pleurer. Et en fait, évidemment, elle ne se met absolument pas à pleurer parce qu'il y a tant de richesses qu'elle n'aurait pas eu, elle se met à pleurer devant la vacuité de ce qu'est un centre commercial. Et je crois que c'est ça aussi que nous avons apporté, c'est de redonner du sens à nos désirs, du sens à où on va, pourquoi on partage les richesses, qu'est-ce qu'on fabrique. Et je crois que si notre force politique globale ne le porte pas, personne ne va le faire. Et ma conviction, c'est que nous sommes celles et ceux qui portons le projet le plus moderne pour une société qui soit une société tournée vers la transformation sociale et écologique et vers l'émancipation. Donc je souhaite un très beau porte-à-porte et beaucoup d'énergie pour cette dernière ligne droite, et je trouverais absolument génial d'avoir Anaïs à nos côtés à l'Assemblée nationale pour que justement nous continuions à avoir des profils
très divers et tu as insisté là-dessus, mais je veux dire, avoir une aide-soignante comme Caroline Fiat à l'Assemblée nationale, avoir un camarade qui était au RSA, Jean-Hugues Rattenon, il était au RSA juste avant d'être député, avoir des profs, avoir des gens qui justement sont à l'image de la diversité de la société, c'est une immense richesse. Donc je sais qu'elle tient un resto vegan en réalité, et donc je serais absolument ravie qu'elle apporte son énergie et toute sa compétence sur le terrain des enjeux écolos aussi à notre groupe, qui en a déjà pas mal, mais qui en a besoin encore plus. Merci à vous. Je terminerai là-dessus, je ne vais pas vous remettre une couche sur l'écologie, mais c'est vrai que par rapport au territoire de Belfort, il y a énormément de potentiel là-dessus, ne serait-ce que pour les projets industriels, à savoir qu'on est quand même, à travers la planification écologique qu'on propose dans le programme de l'avenir en commun, en mesure d'apporter un avenir à Alstom aussi, en développant, un transport propre et justement en mettant le paquet sur le fret ferroviaire. Donc on remplit aussi les carnets de commandes. Quand on veut faire de l'écologie, la base, c'est aussi de faire de l'isolation thermique, de la rénovation aux normes écologiques. Et donc ça impacte directement sur le social aussi, puisqu'on fait des économies d'énergie et donc de factures, de gaz, d'électricité. Donc voilà, ça parle, c'est vrai que le mot écologie, ça peut paraître abstrait, mais ça a aussi vraiment le charme de résoudre des problématiques sociales, et puis même de permettre aussi aux usines de transformer leur outil de production pour aller justement vers une société qui répond à des enjeux qui nous dépassent en France. Je rappelle quand même qu'au mois de décembre, il y a toute une communauté scientifique, ça s'était jamais vu, 15 000 scientifiques de 184 pays qui ont fait un appel dans le monde, qui ont insisté sur ce réchauffement climatique. On s'était fixé 2 degrés et quelques dans des grandes rencontres qui ne restent que des discours, et puis finalement on est à plus de 3 degrés. Nous on a vécu au début janvier la tempête Eleanor qui a déjà fait quand même quelques ravages dans des foyers qui n'avaient plus d'électricité. Donc quand ils disent que nous, en voulant sortir du nucléaire, qu'on va retourner à la bougie, c'est à cause d'eux qu'on risque de retourner à la bougie si on laisse le dérèglement climatique se faire, et que justement, après c'est la nature qui va faire son boulot par elle-même, son nettoyage pour rétablir aussi sa justice, à savoir qu'on doit la prendre en compte. Voilà. Gérald, mon cher suppléant, je te laisse parler quand même peut-être avant qu'on parle un peu logistique. Ouais, si tu veux. C'était fait. Oh, fais pas ton timide, va. Gérald, qui est professeur des écoles, qui a un grand atout pour nous. Ouais, juste un tout petit mot sur le sens de ma suppléance. Je suis un peu là pour prouver qu'on peut avoir 30 ans de plus et puis être quand même d'accord, qu'on peut avoir un long passé militant, pour ma part syndical, par rapport à Anaïs, qui était une ex-abstentionniste, et puis être d'accord, pour peu qu'on ait un programme ensemble et des objectifs ensemble. Pour ma part, je suis un fervent défenseur et un acharné depuis longtemps de la défense des services publics, parce que dans les régions, dans les territoires, comme on dit maintenant, comme si on était des territoires, on est la France comme partout, une fois qu'il reste les services publics. Et puis un service public, je suis persuadé qu'on ne peut pas parler de rentabilité si on parle de la rentabilité de la santé, si on parle de la rentabilité de l'école. On a dit, quelqu'un a dit jadis que chaque fois qu'on ouvrait une classe, on fermait une prison. Et moi, je suis intimement persuadé que l'outil de l'école en France est un outil formidable et qu'il faut vraiment qu'on le préserve. Mais je crains que si on continue avec tous les gouvernements qu'on a eus jusque-là, elle n'en est plus pour longtemps, cette école publique. Donc voilà, moi, qu'est-ce qui m'engage là aux côtés d'Anaïs et plus largement aux côtés de la France Insoumise et puis des copains avec qui on s'est alliés pour l'occasion, c'est ça, c'est cette défense des services publics partout, et surtout dans l'école parce que c'est mon métier. Voilà, puis c'est dans ce sens-là que j'essayerai de montrer ma conviction.
lors du porte-à-porte, même si c'est pas mon exercice préféré. Ouais, merci. Merci Gérald, vraiment, c'est vrai que tu parlais des écoles, ben, tu les représentes bien. Il y a aussi la réforme des universités. J'ai eu l'occasion avec Hugo Bernalicis qui est venu soutenir ma candidature il y a 2 jours. Il a fait un passage dans la maison d'arrêt de Belfort, hein, chose, je tiens à le préciser quand même, il n'y a pas beaucoup de députés qui vont voir comment ça se passe à l'intérieur, donc c'est bien. On avait un député de Lille qui venait voir comment ça se passait à Belfort. Et donc, on est allé faire un petit tour devant la fac de droit, et puis il n'y avait pas énormément de monde, le temps s'y prêtait pas, mais on a quand même touché des étudiants qui s'inquiètent par solidarité des lycéens, qui ne vont pas pouvoir comme eux choisir ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est quand même la base, je crois, savoir s'orienter, c'est quelqu'un qui va le décider à leur place en fonction des notes. Alors moi je peux vous dire que en tant que forcément, en tant qu'ancienne étudiante, ça n'a pas tout de suite été évident pour moi de savoir que je voulais aller en sciences politiques. Je suis passée par la fac d'histoire, mais après, je suis allée un an aux États-Unis, voir comment ça se passait là-bas. On a des parcours qui ne sont pas linéaires, et puis malheureusement, on a au pouvoir des personnes qui sont toujours dans cette logique comptable, d'efficacité, de rationalité, où à partir du lycée, ça devrait être évident, suivant vos notes, sans prendre en compte des facteurs qui peuvent être personnels aussi, à savoir qu'on peut ne pas être présent en cours, avoir des capacités, des potentiels qui ne seront pas reflétés dans les notes. Mais on peut aussi développer des talents voilà, justement, en forgeant, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une fois qu'on est dans une filière qui nous plaît dans le supérieur, c'est là justement que la réussite peut se révéler. Donc non, là ce qu'ils veulent faire, c'est clairement faire de la classification. On se retrouvera avec des administratifs qui seront obligés de gérer des dossiers, et puis si vous êtes le millième de la pile, si ça ne correspond pas, ils ne vont pas faire de l'humain là-dedans. Donc on essaye aussi vraiment d'alerter les lycéens sur l'importance de dire non à cette réforme qui va arriver et de se mobiliser. Oui. C'est ça. Donc, voilà, donc on veut saper le moral à nos jeunes, déjà qu'ils ont le poids de la dette, hein. L'Europe qui nous répète il faut de l'austérité parce qu'on a une dette les Français, donc on est avec cette dette un peu qui va nous mettre un peu sur la tête. Et puis maintenant, on va aussi saper des étudiants qui veulent choisir un parcours pour des raisons qui doit les regarder avant tout, c'est leur choix, choisir ses études, c'est choisir sa vie, c'est le slogan. Donc voilà, donc c'est vrai que Gérald, tu seras aussi en porte-à-porte, ça sera bien qu'on sensibilise là-dessus. N'hésitez pas, si vous voyez en porte-à-porte des jeunes, à leur demander, c'est bien de poser des questions aussi. Est-ce que vous êtes au courant de cette réforme qui va avoir lieu? Parce qu'il y a de la désinformation, et ceux qui veulent un peu légiférer contre les fake news sont souvent ceux qui ont le plus de choses à se reprocher à ce niveau-là. Voilà.